Bonjour à toutes et tous. Alors, nous allons débuter la séance. Alors, on vous invite à prendre place. Je ne suis pas le présentateur aujourd'hui. Je vais seulement présenter notre invité. Alors, nous accueillons Ryan Hom, qui est de la Régie de l'énergie du Canada et le chef de l'information et vice-président des données, et qui parlera bien sûr des enjeux de réconciliation. Il est passionné par le gouvernement numérique et le fait d'être père de deux enfants. Il était cofondateur du Centre d'innovation du gouvernement du Canada, où il a occupé les postes de concepteur en chef et de scientifique en chef des données. Au cours de sa carrière, il a travaillé sur des questions couvrant l'immigration, l'établissement, les handicaps au travail, l'exploitation minière de la santé et la santé. Il a également occupé le poste de sous-ministre adjoint pour le groupe de travail sur la COVID à Santé Canada. Ryan a étudié la biologie, l'ingénierie et le design et prépare un doctorat. Il est professeur auxiliaire à l'Université OCAD et a enseigné le design, la politique publique et l'ingénierie à Carleton et à l'Université de Toronto. Donc, Ryan, bienvenue. J'adore comment vous avez dit oups après doctorat. C'est intéressant. Merci de venir à cette séance. Alors, je vais vous parler du titre, les libérer les anciennes données des dot lodges du gouvernement et j'approfondirai ce sujet un peu plus tard. Et c'est intéressant comment on interpelle les chefs d'information pour utiliser les petites commandes. Je suis de Calgary et je veux reconnaître vraiment ce territoire sur lequel nous rencontrons, qui est vraiment un lieu de rencontre, d'échange, de partage. Le peuple autochtone est un territoire qui couvre plusieurs nations, dont les Métis, le Dakota et autres peuples autochtones sur ce territoire qui en sont les gardiens. Donc, je travaille pour la Régie de l'énergie du Canada. Nous réglementons le transport de l'énergie qui prend la forme de grandes lignes d'électricité internationale et des pipelines qui est lié à Trans Mountain, Morgan, certains des projets que vous avez sans doute entendu parler récemment. Mais pour ceux et celles qui travaillent dans des domaines non numériques, par exemple, sans doute, vous voyez cette image, et sans doute le type de données avec lesquelles vous devez gérer et composer du papier, des dossiers, beaucoup de papier. Je crois que c'est un problème. Et si on va de l'avant dans la diapositive, au cours des 60 dernières années, nous avons réalisé plus de 700 audiences. Nous avons collecté plus de 28 millions de pages dans des boîtes sur différents sites. On a des 0,5 terabytes de transcrits, de preuves traditionnelles, preuves orales, plusieurs enregistrements et comment on pourrait faire ça de façon plus différente dans l'avenir. Un commentaire de la professeure Clark, qui disait que les données ne sont pas captées, qui sont de pauvre qualité et ne peuvent pas être combinées de façon efficace avec d'autres données. Les analystes manquent de temps et de ressources pour penser en profondeur et de façon créative des défis à long terme des politiques. Alors, comment réussir à rejoindre les personnes et à connaître les données et l'information qu'ils possèdent? On voici le projet de Trans Mountain qui sont des dossiers, des cartables et des cartables d'informations. Et c'est seulement l'information qu'a soumis
la compagnie Trans Mountain et pas ce que d'autres personnes ont élaboré sur le sujet. Alors, on peut s'imaginer un bureau avec tous ces dossiers empilés. On obtient de l'information parfois que personne n'a eu accès dans le passé, je pense, du moins. À gauche, en bas à gauche, on voit tous les bassins versants et territoires humides qui n'ont pas de titre, ce cours d'eau et qui n'a pas de titre, qui n'a pas de nom. Et on consulte les dossiers, les pages, les papiers, et on ne sait pas comment s'appelle un cours d'eau. C'est de l'information fondamentale qui ne doit pas rester dans des dossiers décartables sur des bibliothèques. On peut bien sûr aller sur notre site web et le vérifier. Alors, on les voit ici, le MODH / 4K2, on accède à des dossiers qui n'ont des types. C'est vraiment une drôle et bizarre d'expérience d'accéder sur ces dossiers. Nous avons plusieurs milliers de dossiers PDF qui ont été numérisés au cours des 20 dernières années avec des fonds publics et on a extrait toutes les figures, images, tableaux de ces dossiers papier chacune et on enregistre la source de la donnée, sa source de quel projet de pipeline et on crée une belle plateforme et tout cela est disponible en ligne sur ce portail Birdie. Voilà ce à quoi ça a l'air en ce moment. Faisons une tournée, un survol de Birdie. Alors, vous pouvez cliquer ici sur les lignes directrices et vous pouvez voir comment les données sont mises à jour et accéder à l'information disponible sur Birdie. Si vous savez déjà ce que vous cherchez, vous pouvez utiliser le moteur de recherche. Si vous le regardez ce que peut offrir, vous pouvez cliquer sur les différentes icônes de Birdie. Ces sujets sont basés sur les différentes composantes dans notre guide si j'imagine que je suis un chercheur et que je veux parler faire une recherche sur les animaux, par exemple les castors, j'entre mon mot-clé ici. Si vous voulez faire des recherches plus complexes par mot-clé, vous pouvez utiliser la recherche avancée. À côté de la boîte de recherche, je clique donc sur la recherche après avoir inscrit le mot castor et on voit ici, qu'ici, il y a plusieurs tableaux qui ont été trouvés, des figures, des images, des cartes. Et sur la deuxième page, on voit les images. Peut-être que je veux connaître les résultats à partir de champs thématiques et je peux, par exemple, cliquer sur les zones humides et regarder un filtre par les bateaux et on peut déployer donc d'autres champs de recherche pour raffiner sa recherche. Une autre option est de cibler des projets en cliquant sur les filtres ici ou sur l'onglet ici de projet. Et je vais choisir le projet Mainline du Nord-Ouest. Et maintenant, on arrive à 27 tableaux. Je peux cliquer sur chacun des tableaux pour voir l'information qu'il contient.
À partir de là, je peux cliquer sur ces liens pour accéder aux documents originaux, les sources originales. Je veux enregistrer ce tableau, je peux l'intégrer à ma bibliothèque et je peux aussi l'intégrer à ma bibliothèque à partir de cette page où je peux ajouter des résultats à la bibliothèque. Je peux aussi télécharger un dossier, un fichier CSV que je peux utiliser, ouvrir à partir d'une application spécialisée comme Excel. Par exemple, si je veux identifier, par exemple, ou identifier des dossiers que j'ai téléchargés ou que je peux partager avec les membres de mon équipe, alors je peux cliquer sur ce bouton et expliquer à mon équipe de quoi il s'agit. Peut-être que mon collègue voudra investiguer un peu plus à fond ce problème ou cet enjeu. Il y a aussi une possibilité de cliquez ici pour télécharger toutes les tables de données qui sont dans ma bibliothèque. Et chaque téléchargement inclut un dossier qui inclut un fichier CSV ainsi que la description du fichier de tableau. Une autre option de partager le contenu de ma bibliothèque avec une autre personne. Je clique ici et je copie le lien URL que je peux partager et ça lui donnera accès au contenu de ma bibliothèque. C'est fantastique, n'est-ce pas? Et je regardais les lèvres de certains qui disaient Wow, fantastique. Imaginez le site web du Conseil du Trésor comme ça. J'espère est-ce qu'il y a des gens ici du Conseil du Trésor? En préparant toutes ces données et ces tableaux et tout cela, ce qu'on voulait aussi était d'isoler le savoir traditionnel. Et pour s'assurer qu'on veut partager ce savoir, alors on utilisait une machine intelligente d'apprentissage. On a identifié des mots-clés qui pourraient identifier et trouver du matériel en matière de savoir traditionnel et, et évidemment trouver une façon de repartager cela avec les communautés. Et si quelqu'un est curieux de voir comment on peut trouver cette information et la réponse clé, et c'est qu'on ne regarde pas le contenu d'un tableau, mais plutôt tout ce qui est autour, tout ce qui l'entoure. Donc, au cours des dernières 20 années, les documents sur les pipelines et vraiment se répandent sur l'ensemble de tout le pays, mais sans doute qu'il faut revenir quelques années et comment aller des années antérieures et l'accès à des fichiers numériques. Et les autres, précédemment aux 20 années, sont surtout éparpillés. Alors, lorsqu'il y a des requêtes spécialisées, alors on s'assure de les scanner s'il y a une requête particulière pour de l'information antérieure. Et je le dis parce que nous avons certains projets qui méritent de l'information du passé, mais à partir d'une perspective de transformation, de changement, le projet des années 60 du Trans Mountain Pipeline projet et ensuite le projet Trans Mountain version ultérieure a réémergé. Alors nous avons pu compiler des informations sur des données environnementales sur une période de 50 ans. Alors si quelqu'un est un universitaire, il y a aussi plein d'informations à creuser à ce niveau.
Et je me souviens d'avoir passé un temps des fêtes il y a quelques années pour lire et faire toute ma formation et sur le nombre de caribous depuis 1974 selon différents territoires et toutes les destinations suivies par immigration par les caribous durant la période de l'été. Est-ce qu'on parle de cela? Lorsqu'on en a parlé au commissaire de Fur Ontario, Ryan me disait, c'est fantastique ce que vous dites, et parce que les universités sont affamées d'informations pour parler des transformations des processus sur la planète. Je crois que c'est peut-être l'une des versions papier de cette étude que vous voyez ici à l'écran. Mais ce n'est pas seulement les universitaires et les chercheurs, mais aussi les nations et les communautés autochtones. C'est un transcrit ici de 1977, Madame Mandel, qui représentait l'Union des chefs de la Colombie-Britannique et qui parlait, soulignait le besoin des effets cumulatifs et comment les petits projets, année après année, on dit qu'ils ont des petits impacts, mais ils se cumulent au fil du temps. Et elle le soulignait déjà en 1977. C'est fantastique. Et lorsqu'on passe à travers nos transcriptions, on se demande comment et combien de fois les Premières Nations, les Métis et les Inuits s'approchent et comment ces communautés peuvent utiliser ces transcripts. Et je vous le dis que cela arrive assez souvent. Alors, par exemple, dans le processus de la Régie de l'énergie pour approuver un pipeline, alors nous assurons d'amener toutes les connaissances par rapport au processus, les apprentissages et ce que cela signifie pour les communautés et l'importance du approach pour les personnes, les habitants et les apprentissages par rapport et les leçons tirées de l'histoire du savoir autochtone sur les familles, sur les sites sacrés, sur les écoles, sur les politiques orales, la tradition orale en matière de politique pour ces communautés. Donc, nous on fait cela autour de projets environnementaux et on médite avec chacun des participants qui étaient dans l'audience et tous les aînés qui étaient présents et les gardiens du savoir. Et nous avons ramené cela dans un document et qu'on puisse identifier chacune des communautés qui s'est présentée à nous, à quelle date, à quel moment, l'information. Et au cours de l'année dernière, je pensais que c'était comment on réussit à rapatrier tout ce savoir et comment on collecte près de l'information d'aînés et de gardiens du savoir. Et nous avons créé des cercles de savoir et ils nous ont aidés à fixer un protocole sur comment rapatrier, récupérer ce savoir et comment c'est important pour eux et comment on peut être aussi des meilleurs gardiens de cette information. Durant cette période, il y avait des choses fantastiques qui ont été dites. Voilà un de mes aînés favorites qui s'appelle Rose, qui dit donc, pouvez-vous juste imaginer de cet moment que possède le CER, comment ça peut vraiment bénéficier la communauté? Parce que certaines informations sont perdues et on la recherche. Donc, alors évidemment, beaucoup d'informations étaient perdues et ces gardiens du savoir doivent faire appel à un entourage, à un monde, à un univers spirituel pour les récupérer. Voilà aussi un propos d'un aîné que j'aime beaucoup et qui dit il dit que pour les Blackfoot, il n'y a pas de terme pour parler un muséum. Et le mot le plus proche, c'est ce qu'on appelle Makrim Emma.
et qui veut dire Death Lodge, les lodges de la mort. Le Death Lodge renvoie aux faits et, et, il y a une mort du savoir et ce savoir est entreposé, perdu et il n'y a pas de flot à travers la communauté. Et je pensais que c'était vraiment un important concept. Comment réussir à libérer ces entrepôts de la mort pour les intégrer dans nos systèmes numériques. Alors, on parle avec ses aînés pour définir un protocole, comment on peut mettre de l'avant un plan d'action, comment on travaille étroitement avec les gens sur le territoire et comment on s'assure que l'information revienne à la communauté. Et il y a aussi des cérémonies qui ont été mises sur place avec le chef, la chef pour un retour, une rétroalimentation de l'information. Et une aînée disait, il y a une semaine, la jeune dans notre communauté nous demandait à nous, les aînés, qu'est-ce qu'on pensait à propos du projet de Trans Mountain. Avant, je ne pouvais pas leur répondre, mais maintenant, je peux le faire. Alors, un autre aîné a dit, vous savez, c'est là où les transcrits appartiennent, c'est là où les leçons, les apprentissages sont conservés. Et je crois que c'est pour cela qu'on fait cela. Oui, bien sûr. Vous avez entendu le ministre du Développement économique qui est très important pour les données ouvertes. Oui, ça peut porter à l'innovation, mais aussi cela peut aussi contribuer avec la réconciliation et cela peut donner du pouvoir et favoriser le changement. Merci. Est-ce que j'ai utilisé tout mon temps? Donc, les questions sont ouvertes ici pour le plancher, mais aussi de façon virtuelle. Merci beaucoup pour votre présentation. Donc, j'ouvre le plancher Si vous avez des pour questions, le poser des microphone, posez des questions. questions. Vous vous présentez au micro pour poser vos questions, si vous voulez bien. Bonjour Ryan, eh bien, merci pour cette très bonne présentation. C'était vraiment remarquable. Est-ce que vous pourriez décrire pour moi une minute ce que vous essayez de faire quand vous avez essayé d'utiliser l'intelligence artificielle pour saisir? Avez-vous même utilisé l'intelligence artificielle pour interpréter les transcriptions? Il vous peut poser des questions uniquement sur les approches normales. Est-ce que ça tient avec le temps? Je pense à la façon dont ces outils fonctionnent. Est-ce que ça s'adapte bien pour quelque chose que vous parlez de différentes cultures, différentes nuances, différentes langues? Et je veux savoir comment, est-ce que ça fonctionne bien ou bien est-ce que vous devez faire beaucoup de travail pour tenir compte de ceci? Mais ceci étant dit, c'est vraiment fantastique, remarquable, donc bien fait, merci. C'était pas uniquement moi, c'était toute l'équipe. C'était du travail, c'était même beaucoup de travail, mais un boulot qui valait le coup d'être fait. Donc, on a retardé le lancement de ceci d'1 an pour faire les extractions et les extractions et l'utilisation de ces données. C'était un algorithme programmé. Donc, on a suivi.
Et nous avons des gens qui identifiaient manuellement les documents. On a identifié des mots-clés, on avait différents algorithmes qu'on a vraiment essayés, et ensuite, ça a plutôt bien marché. Je ne sais pas, mais pas de 95%. Donc, on a pensé que c'était très, très bien et ça nous a vraiment aidé pour avoir de ceci. On a pensé que si ce document ou ce PDF avait assez de clics sur les connaissances traditionnelles, on ne retirait pas ce tableau, mais tous les documents. Et c'est ainsi qu'on s'est assuré qu'on avait donc les dernières choses aussi. Excusez-moi. Merci, Ryan. J'ai une question sur le public que vous avez mentionné. Est-ce que c'est quelque chose que vous pouvez partager avec nous ou bien est-ce que vous pouvez… Oui, oui, je peux vous le tweeter après cette présentation si vous le souhaitez. Très bien. J'ai une question. Je crois que c'est extraordinaire. Je veux savoir, avec tous les autres acteurs, en particulier ici dans le Nord, il y a aussi d'autres organismes ici dans le Yukon et à Nunavut qui ont des données similaires en termes de volume et en termes des informations spécifiques qu'elles contiennent. Et dans quelle nature est-ce que ça une initiative qui est communiquée avec les autres acteurs et y a-t-il un rôle pour eux si vous voulez y participer, si vous voulez le faire? Je suis heureux d'avoir autant de réunions qu'il le faut pour inciter d'autres personnes à adopter ce processus. Donc, ça a été donc lancé il y a 4 semaines et donc c'est la première fois que j'en parle en public. Et mais si c'était, ça existe depuis un petit moment, une des raisons pour laquelle on voulait partager de ceci, c'est parce que on ne veut pas que tout le monde recrée ce que nous avons créé. On ne veut pas qu'ils réinventent la roue. Et donc, on a beaucoup réfléchi à la conception, au design. J'ai des gens même qui sont allés même dans le dépôt. J'étais, par exemple, à une conférence de design la semaine dernière et quand vous parlez à des designers dans le gouvernement, c'est comment vous entendez comment est-ce que vous pouvez faire quelque chose qui est légalement correct, comment finir la transaction vraiment rapidement. Donc, vous ne vous pouvez pas être un site mental en plus de 5 minutes. On a conçu donc le Birdie 1 pour que vous puissiez le faire pendant des heures. Et en fait, quand on parlait à un utilisateur autochtone, et elle a dit: «Je me suis perdu en fait dans votre site web pendant des heures. On a conçu ceci pour qu'on puisse faire». Et ensuite, on a pensé à ce genre de choses parce que les données sont complexes, ces sujets, ces questions politiques sont complexes aussi et on veut que les personnes s'y immersent. Et donc, je serai heureux, moi et mon équipe seront heureux d'avoir autant de réunions qu'il le faut et on sera heureux de partager tous nos noms. On peut partager nos machines, nos algorithmes et des tas d'autres choses. Bonjour. Quelques questions de Twitter, de l'audio virtuel. Nous avions encore 2 minutes, donc merci. Et si vous n'êtes pas sur Twitter, que se passe-t-il? Ça, c'est la première question. Et mon handle, c'est @Randall J. Hum. Très bien. Ryan, R-Y-A-N-J-H-U-M. Et Carol McCurl voulait savoir, quand vous parlez de retourner des données à une fois back, donne une copie de cette information. Est-ce que ce sera retourné? Oui, c'est l'une des choses dont il nous faut parler avec les nations. Nous avons établi une série de questions sur la façon d'emmagasiner ou d'entreposer cette information. D'abord, comment est-ce qu'on peut conserver ces informations? Parce que il faut avoir d'informations
la façon dont on prend nos décisions, mais ça ne veut pas dire que tout doit être public et qui peut avoir accès à ceci. Donc, nous sommes en train de parler à certaines collectivités à propos de ceci, mais quand on parle aux aînés, ils nous ont mis en garde contre une surclassification des informations, mais classer trop d'informations comme secrètes parce qu'ils avaient peur de rendre trop de documents secrets pour les mettre hors de portée de ceux qui les recherchent. Et je crois que c'était vraiment intéressant et je peux expliquer ça un petit peu plus, approfondir la question pendant la pause café si vous le voulez. Eh bien, merci beaucoup.